Sans trop tarder, on va passer aux questions-réponses. Je crois que je vais commencer par l'extrême droite et on va terminer par l'extrême gauche. Monsieur Khaloufi. J'ai quelques remarques et quelques questions. Je ne sais pas si vous avez le document devant vous, si vous signalez quelques remarques. Est-ce que vous avez le document avec vous? Oui. Vous signalez quelques... D'abord, je vais commencer par l'annexe. La page 85. Vous écrivez C oméga, c'est l'espace de fonctionnalité continu différentiel. Vous vouliez écrire, je pense, C1. C'est ça? Quelle ligne? L'avant-dernière. Oui. Juste après, la page 86. H1 de oméga, vous écrivez espace de ce bolaire. Je pense qu'il vaut mieux le définir, parce que j'ai regardé dans le texte, c'est nulle part défini. Je pense. Il faut le définir. H1 oméga, c'est des U dans L2, tel que les dérivés partiels sont dans L2. Juste après, il faut bien corriger l'adhérence. Toujours dans la page 86, lorsque vous définissez HD, oui, vous écrivez c'est des XI appartenant à H, tels que les XI appartenant à H. Je pense que le premier l'appartenance. H égale H. Voilà, il faut supprimer la première appartenant à H. Et même dans la phrase qui suit. La page 87, la définition de la norme dans LP. Je crois que c'est mal écrit. LP 0T H. La définition de la norme à la fin. C'est la norme est finie. Donc vous avez écrit la valeur absolue. Je pense que c'est la norme dans H à la puissance P. D'accord? Aussi, dans la définition de epsilon U, je ne sais pas comment, la partie symétrique du gradient. Oui. U, je pense qu'il ne faut pas écrire égal, il faut écrire qui vaut, ou bien qui est égal. Qui vaut. Sinon, ça prête en ambiguïté. Dans la page 89. La définition du produit scalaire UV. Oui. Je pense qu'il faut dire quelque part que UIVI veut dire la somme des UIVI. Il faut le dire quelque part. C'est ça. Les composants de U. UV, le produit scalaire UV dans H. C'est l'intégrale des UIVI. Vous voulez écrire la somme, c'est ça? C'est la somme des UIVI. Le produit scalaire, c'est l'intégrale. Oui, c'est l'intégrale de la somme des UIVI. Quelque part, il faut signaler ça, que UIVI veut dire la somme. Oui. La page 90. Vous écrivez dans la dernière ligne U, indice I, virgule, G. C'est défini nulle part aussi. Je pense que vous voulez écrire, il faut le dire. C'est la dérivée de UI par rapport à XJ. D'accord. Il faut dire ça aussi. Pour la bibliographie, la référence numéro 22. Celle de Lyon, elle n'est pas parue en 76, c'est en 72. C'est la version anglaise qui est parue en 76. D'accord?
D'accord. Je reviens maintenant à la page 18. Je pense que le premier paragraphe ne commence pas par l'une des premières publications. Je crois que c'est avant. Page 18. Oui. L'une des premières publications. Donc, je crois que ça, c'est inclus dans... Vous commencez votre paragraphe par la littérature mathématique. C'est ça le commencement du paragraphe. Ensuite, il faut inclure l'une des premières dans ce paragraphe, d'accord? Ensuite, vous citez l'une des premières publications mathématiques concernant ce sujet est celle de Signorini. Et il faut mettre une référence ici. Il faut mettre une référence. La référence, elle existe. C'est très ancienne. Hein? Oui, très je ancienne. l'ai trouvé. Si vous voulez, je vais te la donner par la suite. C'est écrit en 1933. D'accord? Il faut mettre la référence. Là où vous citez les références de Natchez 37-38. Oui. Je pense qu'il faut mettre aussi ses co-auteurs. En l'occurrence, Lavacek et Krashtoshvili, quelque chose comme ça. La page 19. J'ai remarqué que vous utilisez beaucoup de points-virgules et qui ne sont pas à leur place. Dans la plupart des cas, regardez par exemple, la sous-section 1.4.1, page 19. Modélisation du contact. Oui. Oui. Le deuxième paragraphe, c'est plein de points-virgules. Elles ne sont pas à leur place, pour la plupart. C'est des virgules. D'accord? Oui. Ensuite, toujours dans la page 19, à la fin, vous dites la compliance normale lorsque l'obstacle est déformable, ou bien de réponse normale instantanée lorsque l'obstacle est déformable. C'est la même chose? Oui, c'est la même chose, mais il y a certaines définitions de la fonction GAPE pour la compliance normale et la compliance normale instantanée. Pour la compliance normale instantanée, je crois qu'il faut écrire lorsque la surface est lubrifiée. Dans ces cas, on parle de la réponse normale instantanée. Lorsque la surface de contact est lubrifiée. Page 20, même chose. C'est plein de points-virgules, ils ne sont pas à leur place. On met les points-virgules lorsqu'on sépare deux propositions indépendantes dans une phrase, et on met les virgules lorsqu'on veut respirer un petit peu. Page 22. Non, j'ai pas. C'est un point qui n'est pas à sa bonne place. Juste avant, les lois de comportement thermoélastico, juste avant, Oui. il y a un point qui n'est pas bon. Il faut mettre la virgule, je pense. Et avant avec. Oui, avant avec. Page 23. Le contact bilatéral. Oui. Vous écrivez union égale 0. Oui. Il faut rajouter sur gamma tarwa, carwa 0t, sur la surface de contact, non? Oui, mais ici on n'a pas encore entré dans les problèmes mécaniques. Pour cela, mais ça va marcher. Puisque vous les avez écrits avant. Regardez bien, dans les conditions, Oui. on limite mécanique. Vous citez gamma 1, vous citez gamma 2, vous citez gamma A. Donc je pense qu'il faut mettre gamma tarwa. Et là j'arrive à ma première question. Est-ce que vous connaissez des résultats lorsque le t égale plus l'infini, lorsqu'on travaille dans des domaines, un domaine infini en temps? Oui, il y a des publications qui utilisent le cas où le temps n'est pas fini. Ici, on utilise la fonction exponentielle pour
obtenir les résultats d'existence et d'unicité. Il y a aussi d'autres résultats dans le cadre abstrait afin d'obtenir l'existence et l'unicité des modèles. Vous ne connaissez pas des références? J'aimerais bien... Non? S'il y a des références, mais pour le moment, on non. en parlera peut-être une autre fois. Est-ce que vous pouvez nous montrer la figure, une des figures Non, ce n'est pas celle-là. Voilà, par exemple, celle-là. La surface du contact gamma-3, Oui. si elle dépend de temps, c'est-à-dire elle change, le corps et l'obstacle en mouvement, si est-ce que tu connais des résultats là où gamma-3 change avec le temps? Oui. Il y en a? Ça change avec le temps? Oui, c'est-à-dire la partie gamma-3 dépend du temps, c'est-à-dire elle change. Là, on peut rajouter que, par exemple, le contact sur deux frontières. Par exemple, ici, on a composé le corps étudié sur trois parties pour le côté mécanique et sur deux parties pour le côté électrique. Oui. Pour cela, on peut jouer sur ça. C'est D'accord. pas quelque chose de... C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir le corps et la fondation en mouvement et gamma-3 dépend, elle change avec le temps. D'accord? Page 31. Là, vous décrivez l'analyse variationnelle. Pourquoi on cherche des solutions faibles? Pourquoi pas des solutions classiques? Pourquoi on cherche? Des solutions faibles. Pourquoi Donc, on ne cherche pas des solutions classiques? Les solutions classiques, vous pouvez trouver des résultats pour le problème fort, mais là, on utilise la formulation variationnelle afin d'appliquer directement les résultats dans le cadre abstrait. C'est plus facile que le cas de chercher une solution forte. Je crois que c'est la non-linéarité qui nous empêche de chercher des solutions classiques. Dans les perspectives, est-ce que vous pouvez mettre les perspectives? Donc tu dis dans les perspectives, trouver des résultats dans les cadres abstraits afin de les appliquer dans la résolution des problèmes de contact. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que trouver des résultats dans les cadres mathématiques, dans les approches mathématiques? Donc, on a utilisé des résultats standards concernant les inéquations et les équations de différents types. Pour cela, il suffit de prendre ou trouver un résultat dans le cadre abstrait directement. Par exemple, pour le premier et le deuxième problème, on a utilisé les résultats standards pour les inéquations quasi-variationnelles et elliptiques. On passe par le problème variationnel auxiliaire. Si on a des résultats semblent à la formulation variationnelle, on n'a pas besoin de passer par le problème variationnel auxiliaire. C'est plus pratique. Ensuite, les hypothèses que vous imposez, est-ce que c'est lié aux approches mathématiques ou bien aux problèmes mécaniques étudiés? Les deux. Des hypothèses afin d'obtenir la formulation variationnelle et des hypothèses afin de trouver les solutions, afin de résoudre le système EDP. Je te remercie. Merci.